C'est un député de la majorité très discret, bien sûr, il n'est pas le seul. On l'entend peu sur les polémiques politiciennes du moment. Sa spécialité, la défense, l'armée, y est sans doute pour beaucoup. Ce n'est pas un sujet qui crée de gros clivages, en tout cas pour l'instant. Une discrétion médiatique qui contraste avec un côté hyperactif dans les coulisses du Palais Bourbon et dans sa circonscription natale des Monts du Lyonnais. Thomas Gassillou est mon invité ce matin. Bienvenue dans Dimanche en politique. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. J'espère que vous allez pour le mieux. Bonjour Thomas Gassillou. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Rhône et à l'Assemblée nationale, vous présidez la commission de la défense nationale et des forces armées. Ce week-end, on fête le 105e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Ça sert à quoi de commémorer cette date en 2023 ? Ça sert tout simplement à déjà se rappeler de nos grands anciens qui ont combattu pour notre liberté, d'une part, et d'autre part, de rappeler que la liberté n'est jamais acquise et qu'elle est un combat de tous les jours et que encore aujourd'hui, en 2023, on a besoin d'œuvrer pour notre défense, pour défendre nos valeurs et nos intérêts. Pour la jeune génération, la notion de patriotisme, par exemple, on sent bien que ce n'est pas une notion qui résonne. Effectivement, depuis les années 1990, on a vécu dans l'illusion d'un monde de paix, dans l'illusion peut-être d'un monde où la démocratie allait s'imposer partout, où la mondialisation, le commerce international allait faire en sorte que tout le monde allait s'entendre. Malheureusement, depuis quelques années, on observe un certain dérèglement du monde et un retour des questions de défense. Malheureusement, la guerre est en Europe, la guerre est aux portes de l'Union européenne et malheureusement, ce sujet redevient d'actualité. Vous avez écrit récemment « La défense est l'affaire de tous ». Car si les armées font les guerres, ce sont les nations qui les gagnent. Alors la formule, elle est bien rédigée, si je puis dire. Sauf qu'on n'a pas l'impression que dans le débat public, ces questions-là aient de l'importance aujourd'hui. Vous faites le même constat, vous aussi ? Oui, ce qui se passe pour les citoyens se retrouve dans le débat public. Et effectivement, s'il y a une forme de démobilisation depuis les années 90, c'est qu'on a vécu dans l'insouciance d'un monde de paix. Donc ces questions de défense sont sorties de la tête de nos concitoyens, sont sorties de la tête de nos représentants aussi. Exactement. Le service national a été suspendu. Et j'allais dire, voilà, on a vécu dans ce monde-là. Malheureusement, aujourd'hui, les choses se retendent. On a un monde qui se dérègle à nouveau et nous devons repenser à notre défense et avoir la conviction chacun que la défense, bien entendu, elle repose sur la défense militaire qui repose sur les militaires, mais qui ne représente que 1% de la population active. 300 000 militaires sur une population active de 30 millions d'habitants. Et donc les 99% du reste de la population, nous tous, on doit également se poser la question de notre implication sur les questions de défense. C'est ça que vous appelez par exemple la résilience, qui a des 3 piliers sur lesquels vous travaillez au sein de la Commission ? Alors la résilience, c'est la capacité qu'on a collectivement à faire face à un choc important, mais que ce soit un choc militaire, économique, un choc sanitaire, industriel, oui. Etc. Et effectivement, la résilience, par exemple, elle repose sur la capacité que l'État a à mobiliser des moyens pour faire face à un risque ou une menace, mais elle repose aussi sur la capacité de chacun à se réorganiser pour faire face à une menace ou un risque. L'une des infos de la semaine développée par ici 1920 Rhône-Alpes concernait une entreprise d'armes de la Loire qui a rebondi et d'une certaine manière profiter de la guerre en Ukraine. Il s'agit donc du VCD-15 fabriqué par la marque Lebel, ici chez Vernet-Caron à Saint-Étienne, fusil d'assaut semi-automatique, qu'on va proposer donc aux forces armées ukrainiennes. C'est un contrat de 36 millions d'euros que l'armurier stéphanois Vernet-Caron vient de signer. Il prévoit la fourniture de 10 000 fusils d'assaut, 2000 fusils de précision et 400 lance-grenades assemblés dans l'usine de Saint-Étienne. La défense est un vrai axe stratégique de développement pour notre société aujourd'hui, avec un souhait de se retrouver dans 5-10 ans avec une part de chiffre d'affaires de la défense qui devrait dépasser les 50% de l'activité de l'entreprise. C'est là qu'on doit faire notre place. Un an seulement après s'être relevé d'une procédure de sauvegarde, le manufacturier réputé pour ses armes de chasse et ses flashballs saisit l'occasion de se faire un nom dans le domaine de la défense. On est véritablement dans un vous connaissez bien ce dossier, mais dans un changement là. On réinvestit finalement le secteur de la défense. Vernet-Caron, c'était plutôt effectivement le fusil de chasse et le flashball. Et là, il
je disais profiter de la guerre en Ukraine, mais ce ne sera pas le seul, puisqu'il y a aussi la loi de programmation militaire qui va réinjecter beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Effectivement, jusqu'en 2017, on a eu une baisse massive des budgets militaires et on a dû faire des choix dans le passé. Et la France a plutôt opté pour sa dissuasion nucléaire, elle a opté pour la haute technologie. C'est un peu une illusion, ça ? Penser que finalement le parapluie nucléaire allait nous protéger. Non, ce qui était une illusion, c'est de penser que le monde allait connaître les dividendes de la paix et que plus jamais on connaîtrait la guerre. Quand on regarde les 2000 années qui viennent de se passer, il ne s'est jamais passé une période de plus de 50 ans sans qu'on connaisse de guerre majeure. Et donc qu'on se soit dit collectivement dans les années 90, ça y est, la démocratie s'impose de partout, les échanges internationaux vont être facteurs de paix, c'était une réflexion... j'allais dire assez séduisante, mais malheureusement avec peu de fondements. Et notre pays a fait des choix technologiques et même allé jusqu'à abandonner sa filière armement petit calibre. C'est-à-dire qu'on ne fabrique plus aujourd'hui de fusils d'assaut dans notre pays. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe à Saint-Étienne, c'est que heureusement des compétences ont été maintenues et grâce à la commande ukrainienne, on peut redynamiser, refaire vivre cette industrie qui avant faisait la fierté de Saint-Étienne. Combien d'entreprises aujourd'hui travaillent dans le secteur de l'armement dans notre région à peu près ? Et Alors, quel type d'entreprise ? Alors, il y a Nexter à Roanne qui est un petit peu le poids lourd. Si on prend le département du Rhône, c'est 10 000 emplois directs qui dépendent des entreprises de la défense. Et au niveau national, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. Et en termes de balance commerciale, l'an dernier, par exemple, c'est plus de 30 milliards d'euros de contribution positive à la balance commerciale. Ouais, la France, c'est le troisième fabricant d'armes, fournisseur d'armes dans le monde. Et c'est un secteur dans lequel, dans la région, on fabrique des pièces ou on fabrique carrément... alors, je parle plutôt des armes lourdes complètes. Alors, vous avez bien entendu les grands maîtres d'œuvre. On parlait de Nexter, par exemple, à Roanne, qui fabrique le canon César, qui avant fabriquait le Charles Leclerc, qui fabrique des grands ensembles. Mais à côté de ces grandes entreprises de la défense, on a beaucoup de petites entreprises. On parlait par exemple du canon César. Moi, dans ma circonscription, dans une petite commune, il y a une entreprise qui fabrique des vérins pour le canon César. Alors, on va se souvenir quand même qu'il y a tout juste 20 ans, on a assisté à la fermeture d'un géant de l'industrie militaire. C'était Giat Industrie, qui était dans la Loire, à Saint-Chamond. Des mois de conflit que France 3 avait suivis. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... on est quasiment dans la même histoire que celle de l'industrialisation. Aujourd'hui, ce discours sur la relocalisation. Mais quel manque de prospective. Je veux bien croire qu'on a cru finalement que le monde allait se pacifier. Mais vous voyez, je me dis alors qu'il existe des lieux de prospective, notamment au sein de l'Assemblée nationale. Et au final, 20 ans plus tard, on se rend compte qu'on a fait une énorme erreur. Mais c'était un espoir. Tout le monde a voulu y croire. C'est tellement séduisant de dire que nous allons vivre dans un monde totalement pacifié où le rapport de force ne serait plus la règle. Et on est même allé jusqu'à appeler ça les dividendes de la paix. On a dit on peut moins investir dans les défenses et on pourra davantage investir dans la santé, dans l'éducation. Sauf que l'ensemble de ces politiques publiques et même le fonctionnement de notre démocratie ne fonctionne pas sans sécurité collective. Le premier gage de la durabilité de notre société, c'est notre capacité à nous défendre dans un monde en compétition où certains en veulent parfois à nos intérêts, voire à nos valeurs. Expliquez-nous ce qui s'est passé cette semaine dans la suite de la loi de programmation militaire, avec un budget de plus de 400 milliards d'euros. Vous avez donc glissé à la dernière minute un amendement dans le volet dépenses de la loi de finances, où une partie de l'argent du livret A, collecté par les banques, sera affectée au secteur de la défense. Ça veut dire que l'habitat social, l'argent de l'habitat social va être affecté au secteur de la défense, je voudrais comprendre. Non, en fait, le livret A permet effectivement de collecter des financements qui vont très majoritairement vers le logement social, sur une part qu'on appelle centralisée, mais une partie des fonds sont également à la discrétion des banques. Et donc nous, on rend simplement les entreprises de défense éligibles à une partie de ces fonds pour que les banques leur prêtent davantage d'argent. Cette mesure, elle a non seulement pour but de faciliter le financement des entreprises de défense qui avaient des difficultés à se financer, elle a également pour objectif de donner une impulsion aux banques en leur disant... Mais ça rentrera dans les 400 milliards d'euros qui ont été promis. Oui, ce sera une partie des... Parce qu'on a l'impression un peu du syndrome Argy-Carco, vous vous souvenez ? Le régime complémentaire du privé, l'argent, l'État décide de faire la réforme des retraites, il veut trouver de l'argent et il va s'attaquer à un bas de laine, comme on l'a appelé, l'Argy-Carco. J'ai eu un peu cette impression-là cette semaine. Non, c'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de donner une impulsion pour dire que notre défense, notre souveraineté fait partie des critères de durabilité de notre société et que pour les banques, il n'est pas honteux de prêter à une entreprise de défense. Au contraire, c'est quelque chose qui garantit la souveraineté de notre pays. Je voudrais revenir sur une phrase que vous aviez dite en 2020, Thomas Gassillou, dans le Figaro. Il me semble que les conditions sont désormais réunies pour écrire une nouvelle page du grand livre de nos engagements au Sahel. Et depuis, on quitte le Sahel pays par pays. Oui, alors effectivement... C'était une erreur d'analyse, vous êtes trompé à l'époque ? Non, justement, j'ai écrit ça
à un moment donné où beaucoup disaient il faut rester longtemps militairement au Sahel. Moi, contrairement à toute attente, j'ai fait partie de ceux qui, à l'intérieur de la majorité, ont plaidé assez tôt pour le fait de nous désengager, en tout cas de ne pas rester dans une si grande opération au Sahel, puisque, étant allé souvent sur place, j'ai pu constater le début d'une forme de lassitude des populations qui nous ont vu rester 10 ans sur place. Il faut s'imaginer le jeune Malien qui avait 15 ans en 2013 quand l'opération Serval démarre. En 2023, il a 25 ans. Que connaît-il des Français entre 15 ans et 25 ans? Il n'a vu quasiment que des militaires français sur place. Et donc, l'armée qu'on était de libération du Mali a pu se transformer aux yeux de certains Maliens, une armée d'occupation. Et donc, moi, ce que je pense depuis le début, c'est que une armée étrangère ne peut résoudre temporairement un problème dans un pays, mais ne peut pas durablement y rester, sauf à être vue localement, effectivement, comme une armée d'occupation, d'autant plus quand on est l'ancien colonisateur. Alors, il y a quelques jours, la délégation parlementaire au renseignement, dont vous faites partie, a rendu public un rapport annuel. Il est consacré aux ingérences étrangères et aux moyens déployés pour lutter contre. Et vous avez pointé du doigt une forme, alors je reprends les deux mots qui sont ressortis et qui ont été très médiatisés, de naïveté et de déni de la France. Concrètement, ça veut dire quoi, ces deux mots? Alors, déjà, les travaux de cette délégation sont couverts par le secret défense, donc on peut en parler que partiellement. Mais simplement, ce que je peux vous dire, c'est que on est aujourd'hui dans un monde en compétition où nos compétiteurs stratégiques n'hésitent pas à utiliser tous les moyens, notamment dans le contexte d'une guerre économique, d'une guerre informationnelle. Et donc parfois, effectivement, notre pays n'a peut-être pas été suffisamment vigilant sur la protection de ses savoir-faire industriels, sur la manière dont nos compétiteurs pouvaient agir, y compris dans le champ des perceptions, notamment dans le champ informationnel. On est face à des régimes autoritaires qui ont pour objectif de saper la démocratie, notamment la Russie et la Chine. Et donc ces régimes visent à tout faire pour montrer que leur modèle autoritaire est préférable au modèle démocratique. Mais vous trouvez quand même qu'aujourd'hui, on n'en a pas suffisamment conscience, nous tous, même nous, hommes des médias, de cette... même si depuis Trump, on s'est rendu compte qu'effectivement, les piliers de la démocratie pouvaient être mis en cause, mais que cette prise de conscience, elle n'est pas encore suffisante? Il y a une prise de conscience progressive. Mais est-ce que quand vous utilisez, par exemple, TikTok, vous pouvez potentiellement réfléchir au fait que la manière dont les algorithmes fonctionnent vont essayer de vous montrer une certaine vision du monde et que d'ailleurs, les utilisateurs en Chine de TikTok n'ont pas le même contenu que vous, puisque nous sommes dans un affrontement systémique avec la Chine et en Chine, le réseau va avoir vocation à promouvoir les sciences, le développement auprès des jeunes enfants. Hors Chine, les algorithmes peuvent avoir vocation à promouvoir d'autres informations pour d'un côté générer des ingénieurs et de l'autre côté générer des jeunes qui vont regarder des vidéos qui vont pas forcément contribuer à leur développement personnel. Cette émission est enregistrée le vendredi, je le répète régulièrement, elle sera diffusée dimanche. Dimanche, nous sommes les uns et les autres appelés à marcher contre l'antisémitisme. Vous allez le faire? Oui. Alors, oui, effectivement, je le ferai. Oui. Vous me posez la question, puisque un communiqué de presse est sorti de la part de mes collègues hier appelant à cette marche. Et quand il est sorti, j'étais pour ma part dans un sous-marin, pour tout vous dire, sans mon téléphone, et je n'ai pas pu répondre immédiatement pour apposer ma signature. Et marcher aux côtés d'élus du Rassemblement national, c'est un problème pour vous? C'est un problème si ce caractère du Rassemblement national est trop affiché. Et effectivement, c'est un problème si... le Rassemblement national en profite pour faire oublier son passé et quelles sont ses réelles valeurs. Mais voilà, je pense justement que le poison de la division doit être mis de côté et que cette marche est avant tout une marche pour les valeurs républicaines et contre l'antisémitisme. Dans cette émission, il y a toujours un moment où l'on essaie d'en savoir plus sur l'homme qui se cache derrière la fonction, si tant est que l'on ait quelque chose à cacher. Bref. Et vous revendiquez, Thomas Gassiou, votre enracinement local, natal, même dans les monts du Lyonnais. L'une de vos biographies vante même votre attachement au bon sens paysan, celui que portaient vos grands-parents. Un mot, un principe devient le fil rouge de votre vie, l'engagement. Très tôt dans la vie associative locale et ensuite dans la vie politique, sur votre territoire, conseiller municipal et puis maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, une commune de 3800 habitants. Et là, j'ai une première question. On attend toujours un statut de l'élu local. Oui. Et on n'avance pas sur ce dossier-là. Ça avance progressivement. C'est une discussion qui
sur lequel on doit progressivement aller converger, mais c'est un statut qui existe déjà. Il y a des améliorations pour faciliter notamment l'exercice des maires, mais moi-même ayant été maire, je peux vous dire que ce statut existe, mais il faut le faire. Ouais, on sent qu'aujourd'hui, quand même, faut l'adapter aux nouvelles voilà, contraintes. il y a un certain nombre de maires qui décident de quitter la fonction, en plus sont menacés dans le cadre de leur fonction, donc... Engagement, je le disais, aussi dans la vie économique, puisque vous allez créer votre entreprise spécialisée dans l'aménagement numérique des zones rurales. Une bonne affaire qui a réalisé jusqu'à 10 millions d'euros de CA par an. Engagé, vous allez également l'être pendant 5 ans, après avoir signé un contrat à temps partagé avec l'armée de terre. Vous voilà donc affecté au 7e bataillon des chasseurs alpins, qui à l'époque était à Bourg-Saint-Maurice, voilà, qui a changé, qui est à Vars maintenant. Exactement. C'est ça. Mission en France, OPEX, opération extérieure, médaillé de la défense nationale. Vous retrouvez aujourd'hui finalement à la tête de la commission des forces armées, est assez logique. L'Assemblée nationale, justement, vous y entrez en 2017 comme jeune marcheur, élu très confortablement et réélu encore plus confortablement 5 ans plus tard. Quel parcours finalement pour un jeune quarantenaire né quelques jours après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Je me demandais en regardant votre CV, d'où vient cette fascination que vous avez pour l'armée ? Alors, c'est quoi la fascination pour l'ordre, la discipline, l'uniforme ? Non, de manière très simple. J'ai fait partie des premières générations qui n'ont pas été appelées au service national, étant né en 1981. Et donc, je m'y étais préparé d'une certaine manière. Et au moment d'être appelé, le service national est suspendu. Et j'avais ce petit regret. Et je pense que par ailleurs, j'ai toujours eu... Mais il y a plus que ça, excusez-moi. Non, mais vous portez autre chose. On sent que c'est une espèce de passion chez vous. Je pourrais dire, il y avait l'engagement et une conscience du tragique aussi, d'une certaine manière. Une conscience... ma famille paternelle était en Haute-Savoie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été directement impactée par la guerre. J'ai des amis ou de la famille un peu partout dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire quand il y a eu les événements. Et donc j'ai eu une forme de prise de conscience que la stabilité qu'on connaissait n'était peut-être pas durable et qu'il fallait chacun qu'on s'engage aussi pour la sécurité dans notre pays. Lundi, vous organisez le festival des engagés. Ça veut dire, c'est quoi ? C'est un festival pour les bidasses ? Non, pas du tout. Pour le ça veut recrutement de dire l'armée ? que pour changer le monde, on peut compter sur l'action de l'État, des collectivités, mais on a également chacun une responsabilité individuelle. Et ce festival, il vise à mettre en valeur tous ceux qui s'engagent dans le territoire. Et il y en a énormément dans l'ensemble des domaines. Alors maintenant, c'est notre brise qu'on appelle les mots en réaction. Alors, le principe, je vous l'explique, est super simple. Je vous donne un mot, vous réagissez. Le premier serait, selon Laurent Wauquiez, le combat de notre temps, au même titre que le nazisme et le stalinisme le furent au siècle précédent. Ce mot, c'est islamisme. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est un des combats. Un des combats. Un des combats. Vous voyez, là, c'est le combat de notre temps. C'est pas le combat, c'est un des combats majeurs. Le fait que, à mon sens, on partage bien tous le même projet collectif autour des valeurs républicaines. L'islamisme, à mon sens, il est dangereux dans le sens où il laisse à penser à certaines personnes que des lois seraient plus importantes, des lois de la religion. Mais est-ce que ce n'est pas l'ennemi qui sert les intérêts politiques français que, en gros, du coup, on détourne le regard de la Chine, par exemple, et des enjeux sur la mer de Chine avec Taïwan, entre autres, qu'on a découvert finalement l'Ukraine assez tardivement, parce qu'on s'est focalisé sur la question de l'islamisme. Non, mais on n'a pas des risques uniques. On a au contraire des risques qui se superposent. Et c'est bien ça le danger de notre époque, c'est qu'on sort de 20 ans de guerre contre le terrorisme et on a des nouvelles menaces qui apparaissent sans que les anciennes aient disparu. Et donc on a non seulement l'exigence de fortifier notre pays dans sa capacité à se défendre, mais on doit également raffermir notre projet collectif national pour que notre société soit bien soudée autour d'un même projet. Et maintenant, un article utilisé cette semaine pour la 16e fois par la Première ministre Elisabeth Borne, c'est le 49.3. Vous n'êtes pas mal à l'aise au bout d'un moment quand même ? Je suis pas mal à l'aise puisque les Français ont voulu une majorité plus diverse aux dernières élections. Pour autant, il faut bien que notre pays avance, il faut bien qu'un budget soit voté pour la France. Notre Constitution a un outil qui s'appelle le 49.3 qui permet d'être activé dans de telles situations. Et donc, je suis tout à fait à l'aise pour utiliser cet outil. Mais ça ne vient pas gratter justement une des valeurs que vous défendez, à savoir la valeur démocratique, le parlementarisme. Mais cette Constitution a été validée par référendum, y compris le 49.3. Et je me souviens que les premières lois de programmation militaire dans les années 60 ont été validées par le 49.3, notamment celles qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la dissuasion, puisqu'à l'époque, beaucoup étaient contre. Les communistes étaient contre pour ne pas être contre Moscou, les centristes étaient contre parce qu'ils pensaient que cette dissuasion devait être européenne. Et donc, heureusement qu'à l'époque, le général de Gaulle a eu le 49.3 pour apporter cet actif à notre pays. Votre génération n'a pas connu ce service militaire obligatoire, vous l'avez dit. Les prochaines pourraient être
un jour appelé au service national universel, et pourquoi pas obligatoire. Vous pensez vraiment que le SNU va remplacer ce qu'était le service militaire avant, 12 jours, 1 an par avant? Moi, j'ai fait 1 an. J'ai la dernière génération, promotion à faire 1 an. On en est loin, quand même. Il ne vise pas à le remplacer. Le but du service militaire, c'était de mobiliser la moitié d'une génération, l'ensemble des jeunes garçons, pour avoir une génération en armes en mesure de défendre militairement le pays. Le SNU, effectivement, il n'a pas du tout le même objectif. Ce n'est pas un service militaire, c'est un service civil, mais qui vise d'avoir ce moment de citoyenneté en commun pour mettre des jeunes ensemble, alors qu'ils sont parfois passés par l'enseignement public, parfois par l'enseignement privé. 12 jours, c'est pas beaucoup. 12 jours, c'est pas beaucoup. Vous entendez même ce que disent les syndicats enseignants. D'un côté, on fait la chasse aux jours perdus pour la rentrée scolaire, les vacances, et d'un autre côté, on libère 12 jours pour le... 12 jours, c'est pas beaucoup, mais ça coûte déjà 2 milliards d'euros. Donc il faut aussi que notre pays se paye ce dont il a les moyens. Et moi, je pense qu'effectivement, ces 2 milliards d'euros, c'est un bon investissement pour permettre à nos jeunes de vivre une expérience républicaine commune, pour être une petite étincelle qui favorisera leur engagement derrière. La loi immigration a débuté son parcours parlementaire cette semaine, et notamment par le Sénat. Et parmi les mesures négociées et votées par les sénateurs, et notamment la majorité de droite au Sénat, la suppression de l'aide médicale d'État. C'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Vous y êtes favorable à cette suppression ? Je pense qu'il faut l'aménager, cette aide médicale d'État, pour qu'elle contribue à permettre aux personnes irrégulières d'accéder à des soins, mais uniquement des soins qui sont les plus importants, pas non plus à l'ensemble des palettes de soins. Sinon, cette aide finit par être incomprise des Français et peut même avoir un effet... de favoriser, on va dire... Mais vous voyez, c'est là où se niche le nœud du problème. Non seulement il y a une mesure humanitaire, des personnes qui habitent sur notre territoire et qui doivent être soignées au titre de l'accès aux soins. Et de l'autre, c'est de dire, si on attend le dernier moment, eh bien, on va récupérer des gens qui seront en situation sanitaire de santé extrêmement grave, et donc ça va coûter finalement beaucoup plus cher. Non, mais si c'est une mesure humanitaire, tout le monde est, je pense, d'accord pour soigner des personnes, y compris si elles sont en situation régulière, mais il s'agit de bien définir quel est le panier de soins qui est éligible à cette aide médicale d'État pour qu'il n'y ait pas d'abus, comme toujours. Et on se dit que c'est aussi une manière d'acheter évidemment les voix de la droite pour trouver une majorité. Non, c'est le Sénat qui a voté cette transformation de l'aide médicale d'État. Voilà. C'est pas l'Assemblée nationale. Je sais. Il y a tout juste 5 ans débuté un mouvement presque inédit en France, le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il a changé, modifié dans votre manière de faire de la politique, si tant est que ça ait changé quelque chose? Alors, déjà, moi, je fais énormément de réunions publiques dans mon territoire. Et pendant la période des Gilets jaunes, j'ai fait encore plus de réunions publiques. J'en ai fait plusieurs par semaine. J'en ai fait plusieurs dizaines en tout. Je pense que ce mouvement, il a changé le fait qu'on soit toujours mobilisé vers les invisibles de la société. Tous ceux qui se lèvent tôt le matin pour travailler dans des métiers parfois qui ne sont pas reconnus et parfois qu'on a tendance à oublier. Et donc, il faut qu'on ait bien conscience qu'une société, c'est une chaîne où chacun est important, y compris les métiers parfois du quotidien qu'on a tendance à oublier. Mais rétrospectivement, vous dites qu'à ce moment-là, avant les Gilets jaunes, vous étiez passé complètement à côté de quelque chose, vous, jeune député de la majorité, parce que voilà, l'info n'était pas remontée, en fait. Je pense qu'en 2017, on était dans un mouvement de transformation où on voulait changer les choses extrêmement rapidement, et notamment en matière de transition écologique. Et quand on a voté cette taxe carbone sur les carburants, on s'est dit, on veut transformer la société rapidement, mais on n'a pas compris qu'en tirant un peu trop sur la corde allait casser, et en voulant faire trop vite, c'était trop dur. Voilà, donc il faut trouver l'équilibre entre trop vite, c'est trop dur, mais trop lentement, c'est trop tard, et c'est ce qu'on essaie de faire désormais. Et vous sentez bien, à la faveur notamment de la grève, des grèves sur les retraites, ou de tout ce qui a pu se passer, je pense au 1er mai notamment à Lyon, que cette colère n'est pas éteinte aujourd'hui dans notre pays? Cette colère n'est pas éteinte. Notre pays est assez divisé, et je pense qu'une des priorités aujourd'hui, c'est de retrouver le sel autour d'un projet collectif qui nous rassemble tous, autour des valeurs républicaines, autour des grands enjeux qui sont la prise en compte de la transition écologique, comment on s'occupe de nos océans, quelle place a la France dans le monde. Il faut qu'on arrive à retrouver ce projet collectif. Thomas Gassier, je vous ai demandé de m'apporter une photo qui vous raconte. Vous en avez choisi 2, ce qu'on appelle un chant contre chant, pour reprendre en fait un terme du cinéma. On va la voir, cette photo où on vous voit en fait avec vos enfants sur un mur d'escalade. Pourquoi? Alors,
Pourquoi? Parce sur un que site d'escalade, c'est sur un site d'escalade. Alors effectivement, c'est mon dernier fils qui monte parce que je considère que le goût de l'effort, c'est quelque chose d'important et que, avant toute chose, je suis un père de famille et que ma responsabilité de père de famille, c'est de donner ce goût de l'effort à mes enfants, de les laisser progresser devant et de simplement les assurer pour leur prémunir d'une forme de danger. Et voici donc l'objet, alors j'avais dit un objet culturel, c'est pas tout à fait ça, dans ce qu'on appelle une tarte, hein. C'est le béret, c'est votre béret que vous portiez lorsque vous étiez chez les chasseurs alpins. Pourquoi cet objet ? Alors cet objet, tout simplement parce que je pense que notre identité, notre histoire, c'est un objet historique que portent les chasseurs alpins depuis plus d'une centaine d'années. C'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui nous rapproche de nos grands anciens qui l'ont porté, y compris auprès des grandes batailles. Et c'est parce qu'on a une identité commune qu'on a un projet collectif à défendre. Et puis à titre personnel, c'est effectivement un objet que j'ai porté dans les opérations intérieures, dans les camps d'entraînement, dont d'ailleurs dans la région, à Chambaran, dans le complexe des Alpes et jusqu'au fin fond de l'Afrique. Et donc il y a également une importance personnelle pour moi. Merci beaucoup, Thomas Gassiou, d'avoir accepté mon invitation. Et puis un grand merci à tous les pros qui ont contribué à fabriquer cette émission, au son, à l'image, en régie, à la Doctech, au maquillage. Je tiens à citer aussi Bérénice Dalmé, Claire Thomas, Fanny Piquet, Xavier Dang, à la réalisation aujourd'hui, Denis Milan. Tout de suite, la version nationale de Dimanche en politique. Je vous retrouve lundi 19h15 pour ici 19h Rhône-Alpes. Bon dimanche à tous.